Nous sommes le 3 juillet 2026, il est 19h01, j'ouvre la séance du conseil municipal de Montpellier. Je commence par faire l'appel des membres présents. Rongienne Florence, présente. Martin Claude, absent, a donné pouvoir à Yves Toussaint. Doyel Nadine, présente. Tu n'avais pas une... J'ai le pouvoir de Yasmina. Yasmina, oui. Tu es rappelé. Alors, Nadine, présente. Pérécaza, Florian. Non. Toi, tu as le pouvoir de Samuel. Alcazar Marilyn, absente, a donné pouvoir à Jean-Michel Camachi. Toussaint Yves. Leroy Chantal. Présente. Camachi Jean-Michel. Zangrilly Florence. Philibert Dominique, absent, a donné pouvoir à Florence Zangrilly. C'est bien ça, hein? Oui. Rochon Laurent Coralie. Griot Christophe. Présent. Benedja Yasmina, donc absente, a donné pouvoir à Nadine Doyel.
Siège Fabrice, absent, a donné pouvoir à Florence Mongione. Catel Magali. Ouattara Foussini, absent, a donné pouvoir à Magali Catel. Baudet Marie-Hélène. Antima Mpoyo Samuel, absent, a donné pouvoir à Florian Péricaza. Levaillant Christophe. Présent. Marié Céline. Présente. Mocard Fabrice. Absent. Guéchéry Majda, absente, a donné pouvoir à Céline Marié. Balin Bertrand, absent, a donné pouvoir à Christophe Levaillant. Donc, on récapitule. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 13. Nous sommes 13 présents. Le quorum est atteint. Nous pouvons commencer la séance. J'aimerais juste émettre le fait que c'est bien dommage d'avoir programmé cette réunion du conseil municipal ce soir, puisqu'on a, vous savez tous, la kermesse de l'école élémentaire, et malheureusement, ça nous prive de 2 conseillers municipaux qui assistent, ça prive aussi d'ailleurs la majorité de conseillers municipaux qui assistent aussi. Et donc, oui, alors donc effectivement, tu peux être navré, Christophe, sauf que la kermesse, ça n'est pas moi qui l'ai déplacée à aujourd'hui. Le conseil municipal était prévu. Monsieur Cossin, le directeur de l'école élémentaire, a voulu mettre sa kermesse le même jour du conseil municipal. Donc, j'en suis aucunement responsable. Tu pourras lui transmettre cet avis de ma part. Peut-être qu'on aurait pu avancer le conseil ou reculer. Tu sais très bien que je dois tenir des délais. Ah oui, oui, tout à fait. On aurait Bien pu sûr, d'accord. hier. Donc voilà, la kermesse, il pouvait la faire la semaine dernière comme c'était prévu. Monsieur Cossin a préféré reporter. Bon, c'est son choix. Voilà, moi je n'ai rien à dire là-dessus. C'est lui qui gère sa kermesse, c'est pas moi. C'est bien dommage de ne pas être présent en tout cas, d'avoir une représentativité de l'ensemble du conseil Tu lui municipal. en feras part à ce moment-là, tu n'as pas. Pardon. Tu lui en feras part. Je remercie Florian qui était présent. Alors, Ah donc, j'étais au début en tout cas. oui. Ça n'empêche pas d'être là. Exactement. Tout à fait. Oui. Bien. De toute façon, je vais essayer d'être rapide pour libérer tout le monde si vous voulez vous rendre à la kermesse, puisque c'est un événement sans précédent. Important pour la Avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais rendre hommage à Michel Mouton, qui nous a quittés début mai. Alors pourquoi hommage aujourd'hui? Parce que depuis le dernier conseil municipal, bien sûr, il n'est plus de ce monde. Michel Mouton a été notre maire pendant 16 ans, en mandat près de 40 ans, quasi la moitié de sa vie. 40 ans au service de sa commune. En dehors des clivages et malgré les différences d'opinion, quoi qu'on puisse dire, il laissera l'image d'un homme engagé pour sa commune, près de ses concitoyens, un homme simple, accessible et jovial. Je vous demande donc tous de vous lever et d'observer une minute de silence en sa mémoire. Merci. Donc, commençons le conseil municipal du 3 juillet 2026. Désignation du secrétaire de séance.
S'il n'y a pas d'objection, je propose comme secrétaire de séance Chantal Leroy. Y a-t-il des objections? Non. Merci Chantal. L'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 avril 2026. 2. Décision du maire. 3. Règlement intérieur. 4. CCID. 5. Maison des jeunes. 6. Maison des jeunes, deuxième point. 7. Convention cinéma itinérant. 8. Représentants au sein des divers organismes, et notamment, on le verra, donc le correspondant défense. 9. Emploi saisonnier. 10. Création de postes. 11. Modification de la délibération 2026-34. 12. Décision modificative numéro 1. 13. Garantie d'emprunt, séquence. Et ensuite, en dernier ressort, les questions diverses. Donc, le premier point, approbation du procès-verbal du 24 avril 2026. Vous avez eu tous en annexe le PV de la dernière séance. Y a-t-il des observations? Oui. On n'a pas de réponse concernant la légalité de la création du poste de directeur de cabinet. C'était une interrogation et on n'a pas de réponse véritablement par rapport à ça, pour savoir si c'était légal ou pas. Voilà. On n'a toujours pas de réponse. Et c'était une question qui avait été posée lors des échanges? Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Je peux t'apporter la réponse. La légalité, elle y est tout. Je peux embaucher, faire une ouverture de poste, à la condition bien sûr de passer en conseil. Donc, ce qui a été le cas. Cela dit, ce sera modifié au prochain conseil, puisque pour des questions de pratique, la mise en place de ce poste est un peu plus compliquée que prévu. Mais j'en dis pas plus, puisqu'on verra ça au conseil de septembre. Je m'interroge également parce qu'il était chargé de mission sur la mousse et le PLU. Oui. Qu'est-ce que ça devient en fait? Est-ce qu'il prend toujours ces fonctions-là ou pas? Oui, c'est toujours le cas. Oui, il n'y a pas de, la mousse, ça avance. il y a pas de souci, mais ce n'est pas des questions par rapport au procès-verbal. Non, mais c'est un peu quand même, parce qu'il non, mais à ce moment-là, tu peux me les poser à la fin. Je te répondrai au prochain conseil. Très bien. Alors, j'ai une autre observation également. Tu parles également comme quoi tu avais répondu la dernière fois oralement à notre courrier. Et, oui, j'avais en fait, oui, voilà, dans les questions diverses. Voilà, il est précisé qu'un courrier parviendra rapidement, mais on n'a pas de courrier. Voilà. Ah. Donc, je ne sais pas si c'est une directeur de cabinet qui a omis. Non, voilà, c'est surtout moi, parce que mes courriers, je les vois, donc voilà. Mais... Il doit tout faire, hein. Si je t'ai dit que j'envoyais un courrier, ok, je vais le faire. De toute façon, ce sera effectivement la réponse que je t'ai dite la dernière fois oralement. Ce sera exactement la même chose par écrit. Très bien. Au cas où, autre observation? Il y avait encore des réponses en fait aux questions qu'on avait posées. Qui n'ont pas été évoquées, mais je pense que tu auras les réponses à ces questions. Oui, les questions sont attendues en fin de conseil, dans les questions diverses, comme je l'avais dit d'ailleurs, à la fin de la séance. Je vais mettre au vote. Qui est contre ce procès-verbal du 24 avril 2026? Vos pouvoirs aussi. Très bien. Qui s'abstient? Merci. Décision du maire. Pour rappel, les
décisions sont autorisées et prises en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT, en vertu de l'article L 2122-23. Le maire doit rendre compte à chacune de ses séances de conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées. Il est donc proposé de prendre acte des décisions suivantes. La 2026-01 au niveau scolaire, abonnement au portail famille titulaire, société Mescalito, pour un montant annuel de 1013,08 € hors taxe, à compter du 1er janvier 2026. Décision 2026-02 concernant les finances, demande de subvention DETR 2026 pour la construction de la nouvelle école élémentaire. 2026-03, toujours en question finance, annule et remplace la décision 2026-02. 2026-04, toujours en question finance, convention de suivi du dossier de subvention des îles, le DETR 2026, pour un montant de 3 528 €. 2026-05, fêtes et cérémonies. Convention de partenariat pour l'organisation du Festival de l'été de la toile filante avec la communauté d'Aglo. C'est une prestation gratuite. 2026-06, au niveau technique, contrat portant sur la gestion de la divagation des carnivores domestiques dans le domaine public et gestion de la fourrière animale, titulaire la société SACPA, pour un montant suivant le DPU à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à 4 ans. C'est en fait un renouvellement de l'amendement précédent. On les connaît depuis très longtemps. Je pense que tu le connais aussi, puisque sur le mandat précédent, ça y était déjà. 2026-07, au niveau de la sécurité, contrat de service pour la tranquillité des administrés de la commune, titulaire société voisin vigilant, pour un montant de 7 800 € TTC, à compter du 4 mai 2026, pour une période de 12 mois. 2026-08, concernant l'accueil, un contrat de service pour le site internet de la ville, titulaire atelier 111, pour un montant de 3 205,20 € TTC, à compter du 1er juin, pour une période de 36 mois. Voilà pour ce qui est de la liste des décisions. Point numéro 3. Règlement intérieur. Vous avez tous reçu en annexe 2 un modèle de règlement intérieur. Je vais vous dire juste le petit laïus préliminaire. Donc l'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales stipule: dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement et de son adoption. Donc l'annexe 2 nous présente le projet de règlement et donc j'attends vos observations sur ce règlement. Bien sûr. Oui. Donc, en article 2, il est précisé que pour les questions orales de cette séance, les maires et les adjoints en charge du dossier peuvent répondre. On s'interroge quand même beaucoup sur ça parce que lors des précédents conseils, rare ont été la parole donnée aux adjoints, notamment lors du dernier conseil, dans des réponses aux questions orales. Donc on s'étonne un petit peu de ça. Voilà. Ensuite, toujours dans l'article 2, le nombre de questions par conseiller est limité à 2. Donc avant c'était 3. Donc clairement il y a une volonté de museler la minorité aujourd'hui. On voulait être dans une communication participative,
cas en émettant en fait des limitations qui sont positionnées dans cet article 2 dans le cadre de ce règlement intérieur. Fort dommageable. Ensuite, on parle du rapport d'orientation budgétaire, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas eu d'établi. Ce sera important de l'avoir et qu'il soit établi, sachant qu'il doit être établi 5 jours francs avant la réunion du conseil municipal lors du vote du budget. Et puis, il y a une incompréhension aussi. Alors, ça c'est. On n'a pas compris, je ne comprends pas. L'article 9, au 3e paragraphe, je lis, afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le présent article, 2 points. Et après, pareil. Donc là, je ne sais pas ce qu'on a voulu dire à travers cette phrase-là. C'est sur la page 7, l'article 9, c'est le 2e paragraphe. Et après, on repart à la ligne. Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie, mais là, il manque. C'est le détail que tu es en train de lire, oui. Où est le souci? Non, c'est pas le détail que je suis en train de lire. Il y a 2 points. C'est pas... Non, dans ce qu'on lit, c'est pas du tout. On retourne à la ligne. Tu me dis page 9, c'est ça? Page 7. Ah, pardon. Afin de permettre l'échange. Oui. Et après, et alors le 2 point, en fait, l'explication, c'est que l'explication et on va dire l'incitation, le détail de cet article, c'est que les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et sur rendez-vous, etc. D'accord, c'est la suite. Oui. Ouais. Non, parce que c'était pas. Effectivement, de la manière dont c'est écrit, 2 points à la ligne. En majuscule, c'est pas. Oui, c'est vrai que tu es très à cheval sur la ponctuation. Je sais bien. Oui, sur l'orthographe, également. Alors, pendant que tu cherches ton autre observation, je tiens à te dire quand même que le DOB est prévu pour les communes de 3500 habitants. Et si je pense que tu n'as pas. Tu as bien remarqué le fait que j'ai établi ce règlement intérieur pour éviter de le reprendre d'ici 1 an ou 2 lorsque l'on dépassera les 3500 habitants. Donc toujours est-il qu'aujourd'hui nous ne sommes pas aux 3500 habitants et que donc, les prescriptions pour les communes de moins de 3500 habitants sont donc la fourniture des tableaux que vous avez régulièrement en annexe, comme à chaque fois quand on vote le budget. Et ensuite, donc, ça concerne l'article 23, la culture, les fins de séance. Oui. On ne fait pas mention des questions du public. Moi, j'aurais aimé qu'on fasse mention des questions. Je ne suis pas obligée de donner la parole au public. C'est bien dommage parce que le public est présent régulièrement d'ailleurs maintenant au sein du conseil. Je pense qu'il est important pour eux qu'ils font l'effort de venir lors du conseil municipal. Chacun a ses occupations, comme ce soir pour la kermesse, et je pense qu'il est quand même important de donner aussi la parole au public et qu'il puisse poser des questions. Je pense que c'est important que c'est ton avis, c'est pas le mien. D'accord. Merci. Ce sera tout? Ce sera tout. Céline, des questions? Non, c'est bon. Ok. Je mets au vote. Qui est contre ce règlement intérieur? Juste pour voir. Juste pour voir. Bien sûr. Je n'ai pas besoin de vous regarder pour le savoir. Qui s'abstient? Merci. Point suivant. Commission communale des impôts directs. Alors, l'acronyme, c'est le CCID. Conformément au 1 de l'article 1650 du Code général des impôts,
Une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque commune. Cette commission est composée dans des communes de plus de 10 000 habitants, outre le maire président de droit, de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, donc les secteurs, tarifs ou coefficients de localisation. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional ou départemental des finances publiques. Cette désignation est réalisée sur présentation d'une liste de contribuables en nombre double proposée sur délibération du conseil municipal, soit 32 noms. Ces membres siégeront à cette commission pendant toute la durée du mandat du conseil municipal. Aussi, je propose au conseil de valider la liste suivante. Alors, c'est la liste des 32 noms que je vous ai mis en annexe. Je suis obligée de les lire. Philippe Anton, Chantal Lesinski-Leroy, Patrice Geoffroy, Marilyn Alcazar, Patrick Buscaert, Madi Chen, Dominique Philibert, Hélène Jaleb, Hassan Hadi, Florence Zangrilly, Xavier Poretta, Fatima Nachité, Sébastien Martini, Céline Chouni, Yves Toussaint, Catherine Issali, Christophe Levaillant, c'est pas fini, Mévindra Batnia, Gilles Frélon, Marie-Hélène Baudet, Huard Ly, Sandrine Chagnon, Stéphane Barbarino-Naudin, Laurence Andreetti, Foussini Ouattara, Corinne Sigonneau, Julien Ferrandier, Nathalie Bain-de-Vogel, Fabrice Mocard, Élodie Même, Patrice Canuti et Sylvie Dragin. Voilà, pour les 32 noms. Y a-t-il des observations? Ils seront avertis après. Ah bah oui, quand la DGFiP aura fait son choix. Ah oui, je pense. C'est la moindre des choses. Je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point suivant, le point 5, la maison des jeunes. Alors, je passe la parole à M. Péricaza qui va vous expliquer la politique jeunesse et le règlement intérieur aux annexes 4 et 5. Une politique jeunesse formalisée, ce qui nous permet de donner un cap, de garantir la cohérence de nos actions, d'offrir aux 11-17 ans un cadre éducatif et citoyen à la hauteur des transformations de notre commune. Elle renforce notre lisibilité auprès des familles, des partenaires et des financeurs, et elle sécurise juridiquement l'ensemble de nos dispositifs. Cette politique repose sur des principes simples et essentiels: sécurité, autonomie, citoyenneté, ouverture culturelle et numérique et inclusion. Elle organise notre action autour de 5 priorités: faire de la Maison des Jeunes un lieu central de socialisation, structurer un véritable parcours citoyen, réduire les inégalités liées à la mobilité, accompagner les projets des jeunes et renforcer le lien entre les familles et les institutions.
La délibération que nous soumettons comprend également le règlement intérieur de la maison des jeunes, indispensable pour garantir un accueil sécurisé, conforme aux obligations des accueils collectifs des mineurs. Ce règlement fixe les règles de vie, les horaires, les responsabilités, l'usage du numérique, les procédures d'urgence ainsi que les modalités de participation des jeunes. Il encadre l'action quotidienne de l'équipe d'animation et protège à la fois les usagers, les familles et la commune. En adoptant ces deux documents, nous donnons à Loup-Perrier une politique jeunesse cohérente, ambitieuse et juridiquement sécurisée. Et nous offrons à nos adolescents un cadre éducatif, citoyen à la hauteur de leurs besoins. Voilà, Madame le maire. Merci. À noter donc, deux petites modifications à apporter, notamment dans l'annexe 5. Il y a un rajout de créneaux horaires pour l'article 3.1 en période scolaire, le jeudi matin, donc une présence de 9h30 à 11h30. Il fallait ajouter ce créneau pour effectuer des réunions entre professionnels. Donc voilà, et la deuxième chose, c'est à l'article 13.4 qui est à retirer concernant l'accueil des enfants du personnel. Après avoir bien, on va dire, eu des retours de divers organismes et notamment de la DGFiP, ce genre de mise en place n'est pas très réglementaire. Donc, je suis obligée de le retirer. Voilà. Y a-t-il des observations? Oui, on parle de covoiturage encadré. De quelle manière en fait, va être réalisé ce covoiturage et notamment quelles seront les assurances prises dans le cadre de ce covoiturage? Non. Là, on est dans l'annexe 4. Oui. En fait, on peut demander, bien sûr, avec des autorisations parentales et de mairie, à des bénévoles de participer, de faire du covoiturage. Ça se fait dans toutes les MDJ. Bien sûr, ça sera bien encadré, autorisation des parents, signature de la mairie, et ça sera bien sûr sous l'assurance de la mairie et de la personne qui prendra son véhicule. Mais c'est autorisé. Ça sera avant chaque sortie. Voilà, à chaque sortie, vous serez au courant. Il y aura des bénévoles. On proposera aux parents en priorité s'il y a des parents qui veulent accompagner. Et ça permettra de pouvoir emmener plus d'enfants à moindre coût et économiser. Mais c'est tout à fait légal. Pas mal de maisons des jeunes font comme ceci pour économiser un peu et faire participer les parents en bénévoles. Ce qu'on trouve regrettable, c'est qu'on abandonne un peu le conseil municipal des enfants. C'est quand même. Voilà, je pense qu'on. Alors, voilà. alors sur la maison des jeunes, ça ne concerne pas le conseil municipal des jeunes, c'est à part. D'accord, ok. Non, Je pense que vous pouvez demander à M. Poisson, on en a parlé hier soir, donc M. Poisson a dû vous en parler. C'est pour ça qu'on met. Vous pourrez poser la question à la fin. Je n'ai pas dormi avec lui. Hein. Mais cela ne nous regarde. Voilà. Non, mais en tout cas, le conseil municipal des jeunes, il y a une chose à part, a été proposé à l'école. Et non, à la NDJ, ça ne se fait pas avec une NDJ, c'est plutôt en partenariat avec l'école ou directement avec la mairie, comme certaines communes le font. Après, ce sera plutôt après. Voilà, à savoir. Non, non, mais j'oublie pas. Là, je pense que. Je sais pas si c'est toi. Je pense que depuis. Il n'y a pas en fait entre le CME et la MDJ, la tranche d'âge est différente. Après, pour le CME, c'est pas oublié. C'est encore une chose à part qu'on est en train de développer. Et l'autre question, c'était oui, il y aura très certainement de nouvelles inscriptions, enfin, on le souhaite, hein, bien sûr. Autant que c'est ouvert maintenant aux extérieurs. Oui. Donc, quelque part, combien vous attendez? Quel est le surcoût? Quelles vont être les charges liées au recrutement des animateurs? On a vu on passait de 10 à 15 euros. Alors je suis un peu en avance sur les autres annexes. C'est l'annexe 6, mais on a fait l'annexe 5, l'annexe 6, on peut la faire aussi en même temps pour combien On va procéder délibération par délibération, bien sûr, si tu veux bien. Nous avons passé à sinon, l'annexe je te 5. laisse ma place, c'est comme tu veux. Bien sûr, mais on peut passer à l'annexe 5 aussi. Voilà. Donc,
simplement savoir voilà, un petit peu tout ça, comment ça allait s'organiser, quels vont être les recrutements attendus, combien aujourd'hui déjà? Pour l'instant, on est à deux animatrices, voilà, Les directrice, animatrices, combien de jeunes? La dernière. Là, on tourne à une vingtaine. On tourne à une vingtaine. Il y a plus de 50 inscrits, mais on tourne à une. Parce qu'une MDJ, c'est pas comme un centre aéré. Ça vient, ça part. Oui, d'accord. Et en vue d'un surplus, on recrutera, comme la loi nous oblige, on recrutera au fur et à mesure. Après, pourquoi l'extérieur? C'est des communes qui n'ont malheureusement pas de MDJ et des enfants qui viennent nous voir, qui réclament. Donc on a ouvert bien vivre ensemble, donc nous avons pris la décision. Après, en priorité toujours au Long-Perrois, mais de voir des enfants traîner devant qui ne peuvent pas rentrer, je pense que le mieux pour nous tous, hein, c'est de vivre ensemble et d'accepter ces enfants. Voilà, mais on fera le calcul au fur et à mesure. Mais voilà, on a la loi quand même, quoi qu'il arrive, on devra recruter. Si d'autres enfants arrivent, ben on recrutera en conséquence. C'est les murs, parce que j'imagine que 50 personnes, 50 jeunes soient ici dans la salle des archers. Je dis qu'il y a 50 inscriptions. Je peux imaginer. Sur une structure comme Saint-Soufflé qui fait que cette partie-là, il y a plus de 150 enfants inscrits, donc jamais de problème. Parce que j'ai été voir il y a pas longtemps, c'est un très bon événement. C'est une bonne taille, on a fait venir la direction centrale, quand ils sont venus, ils ont trouvé déjà que c'était énorme pour une maison des jeunes. En général, c'est vraiment beaucoup plus petit. Donc là, en espérant que plus tard, on puisse aller autre part. Donc pour l'instant. Après, il y a le stade aussi, qui peuvent y aller en fait. Ils auront des activités sportives, hein, des activités sportives. Parfois il est praticable, parfois il n'est pas praticable. Ouais, il a été rénové. Il a été rénové. C'est à la tête du client un peu. C'est sûr qu'une MDJ a des activités sportives, des ateliers pratiques, comme dans toutes les MDJ. Après, je vous invite à utiliser le stade, il est ouvert. Hein. Fermé. Je croyais qu'il n'était pas praticable. Non, je voulais les pare-ballons étaient finis. Comme les Olympiades n'ont pas eu lieu pour les enfants, donc c'est pour ça. On n'a pas eu la demande. On n'a pas eu la demande. Si on l'a eu, mais on était en plein travail. Mais là, à partir de septembre, un club de foot va probablement arriver. Voilà, donc c'est au niveau du stade. Donc, je vais mettre au vote ces deux points. Donc, le règlement intérieur avec la politique jeunesse. L'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule délibération. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup pour les jeunes. Ensuite, tu continues, Florian. Donc, le point 6, au niveau de l'évolution des tarifs de la maison des jeunes. Il y a lieu de recevoir les amplitudes horaires concernant l'ouverture au jeune public de la maison des jeunes. Pour résumer, à compter du 1er septembre, l'ouverture de la maison des jeunes se fera du lundi au jeudi de 15h à 18h30, sauf le mercredi où les horaires d'ouverture seront de 10h à 18h30. Pendant les vacances scolaires, la MDJ sera ouverte tous les jours de 10h à 18h30 et le vendredi de 10h à 16h. Fermeture annuelle en août. Le tarif passe de 10 à 15 € pour le Long-Perrois et l'acceptation des jeunes autres que les Long-Perrois extérieurs à 25 € pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. Les nouveaux horaires et tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2026. Donc ça c'est pour l'année, la cotisation Oui, annuelle. oui. Et donc, quand il y a des sorties, les parents sont alertés pour pouvoir payer les sorties. C'est ça. On écoute la directrice au Il y a une quote-part, une participation. On arrive à tirer les prix vers le bas, des trucs de groupe, et puis après, les gens payent. Là, c'est qu'on attire et ceux qui ne peuvent pas payer, pour les jeunes qui ne peuvent pas payer, ça s'est produit cette année. Non, Non, bien sûr, ce n'est pas les jeunes, c'est les parents de ces jeunes qui peuvent sortir. Là, j'imagine qu'on va avoir beaucoup plus de jeunes qui sont à l'accueil sur l'extérieur. On risque de faire une scission un peu entre ceux qui auront les moyens de pouvoir réaliser ces sorties et
participer. C'est pas une sortie par semaine. L'essentiel, c'est d'avoir des ateliers ouverts, d'avoir un lieu où les jeunes peuvent se retrouver ensemble, faire des activités, faire du sport. Voilà, les sorties, c'est pas tous les jours. Heureusement. Heureusement, parce que là, effectivement, il faudrait un sacré budget. C'est quoi, c'est une fois par mois? Et tout le monde n'y adhère pas. D'ailleurs, il y en a qui sont pas, qui n'adhèrent pas à la sortie. Donc, il reste à la MDJ, faire autre chose. D'accord, il y a une permanence. Il restera, ouais, c'est ouvert. En fait, quand ils sortent, il y a une permanence qui reste ouverte. Moi, je reviens juste sur un petit point. Dans la période scolaire, on met présence pour laquelle les jeunes de 14 à 18 heures et l'ouverture au public de 15 heures à 18 h. Le public, c'est qui? Le public, c'est les jeunes. D'accord. La manière dont c'est formulé m'interpelle. Parce que la présence des jeunes de 14h à 18h, l'ouverture au public de 15h à 18h. Ah oui, ouverture au public. Alors oui, c'est plus l'ouverture de la MDJ. Il faudra peut-être revoir le terme. Parce que la fermeture se fait à 18h30. Se fait, oui, ça j'ai compris que c'était 18h30. L'ouverture à 14h. Mais en fait, l'accueil des jeunes se fait jusqu'à 18h parce que de 18h à 18h30, dans la pédagogie de la directrice, c'est de faire ranger le matériel à tous les jeunes. Donc elle prend ce créneau d'une demi-heure avant la fermeture vraiment concrète. D'accord, et ils viennent peut-être un petit peu plus tôt de 15h alors, non? C'est 15-18, 14h. Ah non, l'ouverture, non. Quand on dit 14h, c'est pour permettre à la directrice déjà d'installer son matériel, mais surtout de travailler sur ses ateliers. D'accord. Et ensuite, elle ouvre aux jeunes à 15h. À 15h. D'accord, ok. Donc c'est juste l'ouverture au public de 15h à 18h. Oui, il y a une inversion. Non, ce sera corrigé. Pour le coup, le fait d'être dans le détail et la virgule, oui, là ça sert. Merci Christophe. Donc on a voté les tarifs ou pas? D'accord, ok. Donc je vais mettre au vote l'évolution des tarifs. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, point suivant, convention cinéma itinérant, la toile filante pour l'année 2026-2027. Alors, comme c'est aussi en rapport avec le scolaire, donc je me suis dit aujourd'hui, Madame Leroy sera le rapporteur de ce sujet. Alors, une étude menée par l'association Écran VO a identifié les communes dont les populations sont très éloignées de l'offre cinématographique. Seules 4 communes dans le Val d'Oise et une seule en Seine-et-Marne disposent d'une salle de cinéma publique. Roissy Pays de France a proposé la mise en place d'un circuit itinérant de cinéma appelé la toile filante pour réduire les zones blanches cinématographiques du territoire. La convention que vous avez en annexe 7 définit les conditions pour lesquelles la commune de Montpellier participe à l'organisation de séances scolaires, périscolaires et tout public. Cette convention, déjà passée l'année dernière, doit être renouvelée pour l'année 2026-2027. Voilà, Madame le maire. Les observations? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Point suivant. Représentant défense, annexe 8. Madame Vautrin Catherine demande au maire de désigner un élu municipal pour être correspondant défense, Cordef. Comme indique dans son courrier du 29 avril, que vous avez en annexe 8. Je vous l'ai mis en recto verso, comme quoi qu'elle a de la conversation, parce qu'il y a quand même beaucoup à lire. Ce correspondant défense devra incarner le lien entre les forces armées et la nation,
C'est un véritable relais d'information et d'action. Il a notamment vocation à informer les habitants sur les enjeux de la défense, le parcours de citoyenneté, les dispositions d'engagement, sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de la République et aux missions des armées, et animer des initiatives locales pour renforcer l'esprit de défense et la cohésion nationale. Pour cela, je propose de désigner comme correspondant défense de la commune de Longberrier M. Péric Cazac, qui est tout désigné en la matière. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant. Emploi saisonnier. Comme vous le savez, la période estivale et les pics d'activité exigent de notre collectivité une réactivité et une adaptation constante. Pour maintenir la qualité du service public, il nous est indispensable de renforcer temporairement nos équipes. Cette délibération vise donc à autoriser le recrutement d'agents saisonniers pour répondre à des besoins précis et essentiels répartis sur plusieurs secteurs de catégorie C. Le point d'indice est rappelé à 4,92 278. Donc, ces postes sont les suivants: adjoint d'animation, adjoint administratif, adjoint d'entretien et restauration et adjoint technique. Y a-t-il des observations? Alors, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, création de postes. La délibération qui vient concerne l'organisation de nos services. Comme vous le savez, pour faire face à un besoin augmentant, nous avons renforcé notre service administratif par un CDD. La législation sur la fonction publique est claire en la matière. Nous arrivons au terme de ce que la loi permet en matière de renouvellement successif de CDD dans le cadre de l'accroissement d'activité. Il s'agit de transformer cette situation en un besoin permanent. En fait, sur le contrat, pour être un peu plus clair et résumé, sur le contrat, c'était marqué donc recrutement pour accroissement d'activité. En fait, cet accroissement est devenu quasi permanent, donc on le passe en poste permanent. C'est pas quel poste? L'administratif, en mairie. D'accord. C'est pas un service désigné. Ah non, c'est adjoint à l'administratif. Donc, je vous propose donc d'accepter l'ouverture d'un poste d'adjoint administratif. Y a-t-il des observations? Alors, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant. Modification de la délibération 2026-34 que vous avez eue en annexe 9. Compte tenu des résultats du compte financier unique, le CFU, on aime bien abréger les mots, et selon les recommandations du contrôle de légalité, il nous faut abroger la délibération 2026-34. La présente délibération modifie la délibération 2026-34. J'invite donc l'Assemblée à voter cette nouvelle délibération qui corrige l'affectation du résultat 2025 comme suit. En compte 002, ça ne change pas, 1 314 737,89. Ce qui change, c'est le poste 001 en dépenses d'investissement où il fallait noter 39 979,09 au lieu de 119, je crois, 119 000, quelque chose comme ça. Et donc le compte 1068 en recettes d'investissement qui ne change pas non plus. Voilà, c'est juste cette ligne qui est à modifier, en fait une erreur. Comme vous savez, il y a eu un changement entre le N57 et le CFU, il a fallu se mettre à jour. Et il y a eu quelques petites
lourde au passage. Ce qui ne change rien dans les montants du budget d'ailleurs, hein. C'est clair, il a été accepté par la DGFiP. C'est juste une question d'écriture et de lignes qui ne sont pas à la bonne place. Je vais mettre au vote. Juste une petite faute, excuse-moi, mais aussi dans les membres représentés, on a Madame Magali Cattel pour voir Monsieur Kamalchi. Je ne sais pas si elle veut le voir. Voilà, pour voir Monsieur Kamalchi, je ne sais pas. C'est pas le pouvoir. De toute façon, ce sera corrigé. Donc, il y aura une nouvelle délibération, voilà. parfois. Hein, bien sûr. voilà, la faute était facile, on va dire, Christophe. Bah, oui, bien sûr, pour voir. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est important. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, sur le même principe, le point suivant, décision modificative numéro 1. Donc, pour rappel, les décisions modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les autorisations budgétaires initiales, en l'occurrence ce jour pour le budget primitif 2026. Ces décisions répondent aux mêmes règles que le budget primitif, à savoir l'équilibre entre les dépenses et les recettes, et par section, investissement et fonctionnement. La présente décision modificative a pour vocation de régulariser les crédits ouverts en dépenses de fonctionnement ainsi qu'en recettes d'investissement, à la suite d'observations émises par le préfet et le SGC, et de mots et comptable public. De fait, de la délibération 2026-47, je crois qu'elle portera donc la délibération précédente, modifiant la délibération 2026-34, la présente modification s'inscrit de la manière suivante. En 001, le déficit des restes à réaliser, 119 902,38, a été additionné au déficit de clôture constaté au 31 décembre 2025, 39 979,09, ce qui a donné donc l'erreur 159. Or, les restes à réaliser sont obligatoirement inscrits au budget primitif 2026 en investissement. Donc, je ne sais pas, je crois que je vous ai tous perdus là. C'est des jeux d'écriture, toujours pareil, donc une mauvaise imputation de compte. Ça ne change rien au budget 2026. Donc, les restes, les RR et plus les opérations, donc il y a eu un doublon. Par contre, pour le compte 1068, l'affectation du résultat de fonctionnement, nous sommes dans l'obligation de venir combler le déficit de clôture plus les restes à réaliser 2025. Dans cette écriture, nous devons donc retrouver dans le compte 1068 uniquement 159 881,47. Voilà. Afin de régulariser ce doublon, il faut déduire sur l'investissement. C'est juste le jeu d'écriture et de remettre les comptes à l'équilibre. Voilà, parce que nous avions doublé notre déficit. Mon Dieu, que c'était pas clair. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a compris. Moi-même, j'ai du mal à comprendre, mais quand on me l'expliquait comme ça, je vous le redis tel que. On ne va pas te poser de questions alors. Oui, ce sera pour plus rapide. Mais sinon, tu peux les poser à la comptable qui est absente pour l'instant, mais elle revient courant juillet. Tu pourras tout à fait lui poser la question. Donc, je vais mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, la garantie d'emprunt, séquence. Donc, c'est un sujet que Madame Alcazar aurait dû vous présenter et je vais le faire à sa place si j'y arrive. Donc, dans le cadre du programme séquence de la ZAC des Archers, une convention doit être signée avec la commune pour une garantie d'emprunt s'élevant à 8 920 747 € et concerne 56 logements locatifs sociaux.
En contrepartie de cette garantie, la commune pourra bénéficier d'un droit de réservation à hauteur de 20%, l'équivalent de 11 logements. Vous avez eu dans les annexes le modèle de convention et surtout le plan d'amortissement. Pour la petite parenthèse, donc si vous me donnez la délibération est votée, il y aura bien sûr de fait une présentation de contre-garantie à la communauté d'agglomération. C'est systématique maintenant, parce que effectivement c'est 8 900 000, c'est quand même une sacrée somme. Et donc voilà, mais en acceptant donc cette garantie, ça nous permet de présenter au service CCAS 11 logements pour logements sociaux pour Lomberrois. On aura la possibilité de présenter des dossiers et je trouve que c'est plutôt pas mal pour le CCAS. Voilà. Il y a la fin de la construction, la livraison, alors là, c'est la première tranche qui est livrée. Une partie est livrée, donc a été livrée, enfin commence à être livrée fin juin, c'est dépassé, mais voilà. Et la deuxième partie de cette tranche est livrée courant septembre. Bon, apparemment, c'est pas tout à fait dans les dates, mais voilà, sensiblement dans cette période-là. Là, on parle. Là, les quatre bâtiments. Et par contre, pour la deuxième tranche, les travaux n'ont pas commencé. Voilà, est-ce que essayez de vous répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, je peux les noter et Madame Alcazar vous donnera les réponses au prochain conseil. C'est 56 logements seulement. Oui, pour les 8 900 000, oui. Apparemment, oui. De toute façon, c'est une procédure classique. Oui, tout à fait. Avec la contre-garantie d'emprunt pour C'est ça. la fin du complète. C'est ça, comme on l'a fait pour le foyer de Sénémarne en son temps aussi. Je vais mettre au vote s'il n'y a pas d'autres observations. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on arrive presque à la fin et je demanderai au Conseil s'il m'accorde de rajouter un point à l'ordre du jour. Ce n'était pas prévu, mais j'ai une date butoir. Donc, c'est un point qui concerne un bien en déshérence. Donc, je demande d'abord à l'Assemblée si vous êtes d'accord à rajouter ce point au Conseil d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux être un petit peu plus explicite? Un bien en déshérence, c'est un bien sans maître. 100. Sans maître, il n'y a plus de propriétaire. D'accord. On sait le fait. Non, vas-y. Oui. Tu fais du teasing, là. Voilà, Oui, mais je ne peux pas en parler si vous ne me donnez pas l'accord. Donc, je vais mettre au vote. Est-ce que vous souhaitez que je puisse mettre ce point, ajouter ce point à l'ordre du jour? Qui est contre? S'abstient? L'unanimité, c'est ce qu'il me fallait, c'est parfait. Donc, je vous ai fait distribuer une carte cadastre. Voilà. Donc, ça concerne la parcelle ZA 133. Qui est situé chemin de la Cavette. Donc, et dans les explications, je vous lis, parce que bon, moi je ne savais pas comment ça se faisait, et en fait, voilà, j'ai appris une chose. Que la commune peut acquérir sur proposition du contrôleur des finances publiques un bien en déshérence suite à une succession infructueuse. Aujourd'hui, donc,
je vous explique simplement pourquoi la commune est sollicitée donc, par la Direction générale des finances publiques et ce que cela signifie pour nous. Sur notre territoire, la parcelle ZA 133 a été identifiée 9014 chemin de la Cavette par l'État comme bien 100 mètres. Un bien est dit 100 mètres lorsque son propriétaire est inconnu ou lorsqu'il est décédé depuis plus de 30 ans sans héritier connu, ou encore lorsque les héritiers n'ont pas accepté la succession. Autrement dit, ce sont des terrains qui n'appartiennent plus réellement à personne et qui ne sont plus gérés. La loi a prévu ce cas de figure. Elle dit clairement dans l'article 713 du Code civil et dans les articles L 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques que la commune peut devenir propriétaire de ce bien dès lors qu'il se trouve sur son territoire. C'est un mécanisme très ancien, pensé pour éviter que des terrains restent à l'abandon, se dégradent ou deviennent des zones de non-droit. La philosophie du législateur est simple. Si un bien n'a plus de maître, la commune peut en devenir le gardien et l'utiliser pour l'intérêt général. Donc concrètement, cela signifie que nous pouvons intégrer cette parcelle dans notre domaine privé communal sans rachat, sans indemnité et sans procédure d'expropriation. C'est une acquisition gratuite, encadrée par la loi, et qui permet à la commune de reprendre la main sur des terrains laissés en déshérence. Donc pour cela, il y a une étape indispensable. Le conseil municipal doit se prononcer et dire s'il souhaite que la commune exerce son droit de propriété sur ce bien. Voilà. Donc si nous votons favorablement, nous informerons bien sûr la DGFiP. Et donc la date butoir, comme je vous disais tout à l'heure, était le 1er septembre. Donc voilà, qui engagera ensuite les vérifications et les formalités nécessaires. Avez-vous des questions? Qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, vu que c'est dans la zone naturelle, elle va rejoindre les autres parcelles qui appartiennent à la commune pour, par la suite et à terme, pouvoir y faire, on va dire, une promenade tranquille dans ce coin-là. Alors, je vais mettre au vote. Donc, qui est contre l'acquisition de ce bien 100 mètres? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Donc, nous allons pouvoir passer aux questions diverses. Donc, j'ai décomposé en trois parties. Donc, d'abord, les réponses aux questions du conseil précédent. Donc, notamment réponse à Madame Marier concernant les actes de vandalisme dans le quartier du Noyer de la Loque. Donc, on pourra, Monsieur Péricasa pourra vous développer un peu plus les choses. Donc, il y a des caméras qui sont prévues et donc un passage renforcé de la police à Interco. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Dès le lendemain des faits, quand il y a des faits qui se passent à peu près sur la commune, systématiquement j'envoie un mail à l'Interco en les sensibilisant sur les secteurs. Donc bien sûr, à partir de ce jour-là, ils ont fait plus de passages avec une main courante à la suite, donc j'ai le chiffrage tous les jours du passage. Et concernant les caméras, j'ai eu rendez-vous avec le prestataire. Effectivement, il y aura bien 2 caméras payées par le promoteur de l'époque qui seront mis à 2 endroits. Alors j'ai fait mes propositions, sachant que c'est mon travail. Après, c'est lui qui choisira. Hein, mais voilà, il y aura au moins 2 caméras qui seront après procédées à la mairie et qui seront raccordées. Ils feront le nécessaire pour que ça soit raccordé à la mairie. À l'installation de la mairie. Mais par rapport à la taille du quartier, ça fait peu. Alors, c'est payé par le prestataire. Après, nous, dans le futur, on pourra nous en rajouter, mais pour l'instant, le prestataire, c'était conduit comme ça à l'époque. Il avait l'obligation, c'était 2 caméras. Donc, on choisit à l'époque, mais il va s'en tenir à ces 2 caméras.
Alors après, j'ai négocié pour en avoir plus. déjà d'avoir les deux, déjà, il a essayé de les oublier. Donc là, les deux, déjà, j'ai négocié pour changer de caméra de la meilleure, Je suis ça pas drôle en fait. la meilleure qualité en fait. De la meilleure qualité, mais il y a quand même. Donc, deux, Mais on peut se dire que c'est Il y a déjà des bien. dégradations, il n'y a pas Mais que ces pour quartiers-là, hein, malheureusement. Ben, ils ont quand même subi voilà, des dégradations Après, de véhicules, etc. Après, il y aura 2 premières caméras qu'on verra dans le futur. Bon. Je rappelle aussi, Céline, que les réponses aux questions ne donnent pas lieu à débat. Donc, si tu veux poser les autres questions, tu les fais après. Réponse à Madame Marier concernant la CFR. Donc, là, c'est un sujet qui est un petit peu douloureux, sachant qu'il y avait eu un permis de construire, de déposer, qui, il semblerait, est parti un petit peu dans les oubliettes. Donc, j'ai pris contact avec le liquidateur, puisque la société Alida, qui était, on va dire, directeur de ce projet, a fait faillite, et donc un mandataire judiciaire a été nommé. Donc on en est là pour l'instant, c'est-à-dire que donc, le contact est pris avec le liquidateur, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites du dossier. C'est tout ce que je peux vous dire en l'occurrence pour l'instant. Ensuite, réponse à Monsieur Levaillant concernant les dégradations du City Stade et panneaux, et panneaux de stationnement au noyer de la Loque. Donc, alors en clair, les peintures au City ont été refaites, me confirme Yves. Donc aux endroits, à l'endroit d'ailleurs, parce qu'il n'y avait qu'un seul endroit, hein, à l'endroit concerné. Et les panneaux au noyer de la Loque, ils sont remis au fur et à mesure qu'ils tombent, parce que bon, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait des fondations très costauds. Donc voilà. Concernant le stationnement, donc, je te laisse, on est en train de travailler sur Je suis en train de travailler sur un arrêté pour le stationnement des poids lourds. Il devrait sortir incessamment sous peu. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, la loi nous interdit d'interdire dans toute la ville. Donc voilà, donc il va sortir dans les prochains, je suis en collaboration avec la police municipale, intercommunale, donc il sera dans les prochains jours, j'espère, actif. J'attends la correction au niveau légalité. Donc, en ce qui concerne les réponses aux questions du précédent conseil, je pourrais vous dire que effectivement c'est bien parce que aujourd'hui c'est dégradé, en fait, les parterres sont dégradés, et puis en plus on a surtout un manque de visibilité en sortie de la Loque. On a même interpellé la police intercommunale, et on a aussi un problème aussi au niveau de l'accès des PMR. Ça reste très très limité. A priori, il y en a moins. Bon, en tout cas, ça va être réglé. J'attends juste la réponse de la. Il faut l'arrêter, que ça soit, et après on fera le travail. Mais j'attendais juste que ça soit légal, donc je leur ai donné, ils me le valident, et après ça sera mis en place, et la police interco fera le travail immédiatement. De toute façon, on fera les choses dans la réglementation, et on va vérifier 2-3 petites communes avant de lancer un arrêté qui pourrait se retourner. Donc, en ce qui concerne les réponses aux questions, c'est terminé. Je passe au petit B, c'est-à-dire les informations. Donc, j'en ai deux. J'en ai deux pour moi essentiellement. Après, je passerai la main aux divers adjoints. Donc, alors, la première communication que je tenais à faire, cela concerne donc les résultats de la procédure au tribunal administratif sur la protestation de M. Michael Hidalgo contre la liste Le Bien Vivre Ensemble, menée par moi-même. Donc, M. Hidalgo demandait d'annuler les opérations électorales, d'annuler le conseil d'installation du 21 mars 2026, d'annuler l'élection du maire et de ses 6 adjoints et par voie de conséquence les conseillers communautaires, d'ordonner un nouveau scrutin, d'ordonner la nomination d'une délégation spéciale sans possibilité d'administration communale,
de faire application des dispositions de l'article L118-4 du Code électoral, de prononcer la peine maximale d'inéligibilité à l'encontre du maire et de ses adjoints, de transmettre au procureur de la République les éléments constitutifs d'infraction pénale, d'enjoindre la commune de convoquer un conseil municipal régulier en mairie et de mettre un mobilier institutionnel normal, d'ordonner la communication des arrêtés et des décisions ayant autorisé la tenue des conseils en dehors de la mairie, ainsi que les procès-verbaux des séances antérieures, de mettre à la charge de la liste Le Bien Vivre Ensemble 1 500 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Bien. Donc, de toutes ces demandes, aucune n'ont été retenues. L'ensemble des griefs ont été rejetés. Deuxième information importante, résultat de la procédure au tribunal administratif sur la contestation de M. Christophe Levaillant contre la liste Le Bien Vivre Ensemble menée par moi-même. M. Christophe Levaillant demandant de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en retirant au moins 50 voix de la liste Le Bien Vivre Ensemble, d'annuler les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars, contestation du déroulement de la campagne, qualité du défendeur contesté, acte à caractère électoral au marché de Noël, le bulletin municipal d'octobre 2025, irrégulièrement utilisé, les mentions absentes des documents de propagande, refus du prêt de la salle le 27 février, pourtant acceptation d'une autre date après une deuxième demande, réunion de campagne au sein même des locaux municipaux, tout ça sont les accusations. Le chargé de mission participant à la préparation de la campagne pendant ses heures de travail, le financement des tracts, les conditions d'impression, les dysfonctionnements dans la gestion municipale, un conseil municipal pas tenu dans les 3 mois, ce qui est complètement faux, bref, période des élections, etc. Donc, de toutes ces demandes, l'ensemble de ces griefs ont été rejetés en totalité. Bien. Donc, ceci dit, on passe à Florian, si tu voulais communiquer sur les voisins vigilants. Je fais juste un petit aparté sur les voisins vigilants. Pour ceux qui veulent s'inscrire, faire très attention au mode d'inscription. Moi et le régulateur refuse énormément de demandes. On doit être pratiquement une centaine de personnes refusées. Donc dites-le bien, pourtant c'est pas très dur. Donc un nouveau tuto va être mis sur la mairie. En fait, il faut bien mettre nom, prénom et un justificatif de domicile. J'ai des fois des photos, j'ai des photos d'un domicile ou quoi que ce soit. Non, c'est bien réglementé, il faut bien un justificatif de domicile. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on pourrait être bientôt à presque 200. Là, on est à 70, on en a refusé, je vous dis, plus de 100. Je n'ai pas le chiffre exact, on en a encore refusé 3 aujourd'hui. Donc on va refaire une communication, je vais faire de nouveau du boitage. Mais voilà, de nouvelles permanences seront faites. Et si vraiment il y a un souci, moi je suis même prêt à me déplacer, il n'y a pas de souci à domicile. Je peux prendre 5 minutes de mon temps, mais c'est vraiment une application qui sert, moi je le vois tous les jours, qui a commencé à servir pendant ces fortes chaleurs. Les infos ont été données pour les écoles, il y a eu un premier fait, ça a été donné. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Voilà, mais faire très attention si vous pouvez le dire autour de vous. Et encore une fois, je referai des permanences pour moi inscrire les gens qui ne peuvent pas ou qui n'arrivent pas correctement à s'inscrire. Donc, moi j'ajouterais qu'effectivement, plus on en parle, plus vous en parlez autour de vous. Si on ne sait pas se débrouiller avec l'application, surtout n'hésitez pas à appeler en mairie ou venir en mairie. Voilà, on aidera à installer cette application parce que franchement, c'est
l'intérêt vraiment commun. pour le bien commun et pour l'ensemble, quoi. Voilà, c'est pour bien vivre ensemble. Voilà. Voilà. Une intervention de Chantal, scolaire, s'il te plaît. Oui. Tu avais des choses à dire. Oui, concernant la nouvelle construction de l'école. Nous avons reçu la subvention de la région concernant le contrat d'aménagement régional. Nous avons reçu pour le financement de la nouvelle école 700 000 € de subvention. Cet accord de la région nous permet de démarrer les travaux qui sont prévus courant septembre. Nous avons reçu également de l'État une subvention de 500 000 € et une subvention du département de 44 000 493. Voilà. Voilà. Ben, de tout ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ben voilà, il n'y a plus qu'à, quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à. On attend la confirmation de la région. J'ai eu un mot en direct, c'est pour ça qu'on vous l'a annoncé ce soir, directement de la sénatrice, qui est aussi conseillère régionale. Donc, je pense que je peux me fier à ses paroles quand elle me dit que voilà, la commune de Longperrier a obtenu 700 000 € de subvention. Je peux la prendre. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Dernière annonce pour Nadine. C'est celle de Marie? Oui, s'il te plaît. Alors, comme suite à la canicule, le voyage des seniors est reporté au mois d'octobre. Et concernant la fête de la musique, on a dû prendre la décision difficile mais responsable d'annuler les festivités en raison de la canicule. Mais cependant, la fête de la musique n'a pas dit son dernier mot dans notre commune. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que la fête de la musique est officiellement reportée et fusionnée avec notre fête communale. Voilà. Et ça aussi, je pense que c'est une bonne idée. Dernier petit alinéa concernant les questions diverses. Donc, ce sont les questions diverses en elles-mêmes. Donc, y a-t-il des questions? Donc nous avons toujours droit à 3 questions par conseiller. C'est une question. Il y a 20 euros, c'est juste une question. Non, étant donné qu'on a voté le règlement en début de séance, il est immédiatement applicable, si tu as bien lu la dernière page du règlement. Et donc tu as le droit à 2 questions. La question, je te laisse commencer. Donc, vous avez pris la décision de fermer les écoles en raison de la canicule car les enfants ne pouvaient être reçus dans des conditions optimum. Pourtant, le même jour, vous avez procédé à l'achat de bonbonnes d'eau de 8 litres de ventilateurs pour chaque classe, en sachant que vous auriez pu mettre à disposition une salle pour permettre aux parents qui ne pouvaient pas garder leurs enfants de les garder justement avec ces bonbonnes d'eau et ces ventilateurs. Je vais te répondre parce que c'est tellement ridicule. Les ventilateurs n'ont pas été achetés. Les bonbonnes d'eau, effectivement, et c'était une prescription de l'Éducation nationale qui nous demande de fournir aux établissements des points de rafraîchissement d'eau. Donc on a investi dans le distributeur d'eau avec des bonbonnes d'eau qui seront mis à disposition en période de canicule uniquement. Les ventilateurs, on n'a fait aucun achat de ventilateurs, c'était les ventilateurs qu'on a fait. Voilà. Je n'étais pas explicite sur le post Facebook, mais ok, ça marche. Et pour la nouvelle école élémentaire, du coup je fais le lien, comment elle sera équipée en fait pour faire face aux prochaines canicules annoncées dans les années à venir? Alors, c'est pareil, j'aurais pu aussi te répondre la prochaine fois parce que j'aurais eu peut-être plus d'éléments. Donc, on a rendez-vous, je crois, semaine
après je ne sais plus. Donc avec tous les intervenants pour mettre à plat donc, ce qui va être fait et pas fait. Et donc en l'occurrence, on va revoir le système. Si ça n'est pas dans le projet, ben, éventuellement de faire une étude pour ajouter. Merci. Une question. Madame le maire, vous exercez les fonctions d'officier de police judiciaire, vous cumulez la fonction de conseillère déléguée en charge de la police intercommunale et de la vidéoprotection. Vous avez un adjoint en charge de la sécurité. Vous allez prochainement recruter un ASVP, une sorte de garde champêtre des temps modernes, comme j'appellerais. Vous avez récemment opté pour l'adhésion à Voisins Vigilants et Solidaires et obtenu à ce titre les félicitations des conseillers municipaux du Rassemblement national de la commune de Saint-Patu. Pourtant, les actes d'incivilité, les actes de vandalisme, comme les vols de banquettes, la vitesse excessive, les cambriolages, ne cessent d'augmenter dans notre commune. Par ailleurs, des faits graves se sont déroulés à l'intérieur d'un bus à Montpellier, avec un homme vu en train de se masturber et de caresser une femme. Cet homme a d'ailleurs été arrêté et a fait l'objet d'une condamnation de 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Et une OQTF, c'est dans l'article de la Marne, pour ceux qui ne l'ont pas lu, n'hésitez pas, il est disponible sur le site de la Marne. Mais pire encore, nous avons été alertés par des parents d'élèves et des représentants de parents d'élèves sur des agressions sexuelles qui se seraient déroulées en octobre 2025 et en mai 2026 au sein même de l'école maternelle, voire au cours de la sortie piscine, et dont vous auriez eu connaissance dès le mois de novembre, sans toutefois prendre les mesures qui s'imposent. Il semblerait que l'inspectrice de l'éducation nationale soit saisie de cette affaire ainsi que la gendarmerie nationale. Ainsi, ma question est la suivante. Qu'allez-vous mettre en place pour que de tels faits ne puissent se reproduire au sein de l'école maternelle, de l'école primaire et au niveau du périscolaire, et éviter de se retrouver encore une fois dans les journaux, dont les parents d'élèves sont remontés contre vous surtout, compte tenu de l'absence de communication et de concertation. Ça me fait sourire tout ça. Ça me fait sourire parce que la moindre brèche, je suis content. Alors, tu as cité la gendarmerie, donc moi aussi je vais la citer. Donc quand il y a la gendarmerie qui fait une enquête, il y a une procédure en cours, je n'ai pas la possibilité de communiquer sur l'enquête. Donc je m'arrêterai là et je n'en dirai pas plus. Ça j'entends, mais ce qu'il y a c'est qu'aujourd'hui il y a des faits qui se déroulent, ce que j'ai à dire. Et donc il y a des choses à mettre en place compte tenu de ce que tu sais. Mais la mise en place, elle a été faite. Ça, c'est pas le problème. À mon niveau, elle a été mise en place. Maintenant, ce que vous cherchez à savoir, c'est comment ça s'est passé, etc., etc. Ça, je ne suis pas habilitée à vous parler. C'est pas comment ça s'est passé. Il y a eu des faits qui se sont déroulés. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ces faits ont été communiqués en interne au sein de l'école primaire, de l'école maternelle. Oui. Voilà. Et Donc, ce qu'il y a, le corps enseignant est prévenu, a pris des dispositions en accord avec donc les animateurs, avec les ATSEM, donc c'est-à-dire la mairie. Ça a été mis en place à l'intérieur des établissements. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Autre question? Je crois que c'est on est à la deuxième, je crois, il me semble. C'est ça. Plus que deux, hein. Plus que deux. Ah oui, deux. Plus que deux. Il y en a une, deux. Ah oui. 3, 4. C'est deux. Non. Pas 30. Deux chacun. Effectivement, oui, je comprends. Il vaut mieux que tu prennes rendez-vous avec Patricia pour la question des courses. Céline en a posé deux. À deux? Oui. Ah d'accord, ah ok. Et moi une. Oui. Toi une. Ah pas une, d'accord. Ah je ne sais pas, tu as parlé de sécurité et tu m'enchaînes sur... donc c'est pas une deuxième question ça? Sur l'école? Voilà. Le bus, c'est quoi? J'ai simplement fait part d'un fait qui s'est déroulé. C'était dans la question. Donc, comme tu veux. La dernière question. J'avais nommé un adjoint en charge des travaux de la voirie, un conseiller délégué au service technique. Oui. Compte tenu de ton refus à poser des questions après la séance du conseil municipal, est-ce
qui nuit à la participation citoyenne, confère à ce conseil municipal un état déplorable. Nous avons été alertés par de nombreux Montarois quant au manque d'entretien, voire l'absence d'entretien des parterres végétaux, des chemins et des rues. On peut féliciter d'ailleurs ainsi que les employés des services techniques qui œuvrent au quotidien et parfois dans des conditions difficiles. La question est la suivante: qu'allez-vous mettre, et c'est la question, qu'allez-vous mettre en place pour entretenir notre commune et donner à nos agents techniques des missions qui leur incombent? Des missions qui leur incombent? Propres aux services techniques qui leur incombent, qui sont propres aux services techniques. Et non pas peut-être des missions qui consistent à faire traverser la rue aux enfants ou d'autres missions qui consisteraient à livrer de nouvelles gauches. Je crois qu'il y a peut-être d'autres personnes, d'autres membres du personnel administratif qui pourraient réaliser ce type d'action, de mission. Alors, si tu permets, je te répondrai la prochaine fois. Parce que franchement, qu'est-ce que je peux dire à ça? Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, j'essaierai de trouver une réponse qui convienne, cher. Après, la réponse, c'est dans la rue qu'on la trouve aussi. Hein. Eh bien, bien sûr. Il y a qu'à aller dans la rue pour se balader. Je ne vois pas l'intérêt de te répondre. Alors. Bah non, bien sûr. On prend le temps d'aller dans les rues. L'ordre du jour étant épuisé, il est 20h24, je clôt la séance. Merci à vous tous.